C'est un poison qui va contaminer les Antilles pour plusieurs siècles. Le chlordécone, pesticide ultra dangereux, a été utilisé pendant 20 ans en Guadeloupe et en Martinique. Un scandale sanitaire et environnemental avec un responsable, l'État. Bonsoir Stéphane Mondard. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, au service Planète et Environnement. La commission d'enquête parlementaire vient de rendre son rapport sur ce désastre et sa conclusion est sans appel. L'État est le premier responsable, dit le rapport très clairement. Alors avant d'expliquer comment un tel poison a pu être autorisé par les autorités françaises, un mot sur l'utilisation du chlordécone, de ce pesticide, à quoi il sert? Donc, le chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé contre le charançon. C'est un insecte qui rongeait, qui s'attaquait aux bananes, puisqu'en Martinique et en Guadeloupe, on développait des bananes. On produisait la banane de Martinique et de Guadeloupe. C'était vraiment un produit qui était au cœur de l'économie locale pendant des années. Donc on a utilisé cet insecticide contre le charançon pendant plus de 20 ans aux Antilles. Et le problème, c'est que ce pesticide se révèle extrêmement toxique, persistant également. Aujourd'hui, aux Antilles, 9 habitants sur 10 sont contaminés. Je vous propose qu'on écoute ces ouvrières agricoles, 2 femmes qui ont travaillé pendant 30 ans dans des champs de bananes. Écoutez-les. Temps, il n'y avait pas de chaussures, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de masques, il n'y avait pas ça. On travaillait sans rien. Ils ont fait la biopsie et après quelques mois, on m'appelle pour me dire que j'ai les cancers du sein. Il faudra me faire opérer le plus vite que possible. Voilà les conséquences de ce pesticide. Il y en a bien d'autres. Beaucoup de conséquences et surtout ces conséquences, on les conduit aujourd'hui encore. 40 ans après l'utilisation, c'est en 72 qu'on a commencé à utiliser le chlordécone aux Antilles. 50 ans après, un demi-siècle après, il y a toujours des conséquences, c'est-à-dire que les sols sont contaminés, les eaux sont contaminées, l'ensemble alimentaire est contaminé et donc l'humain est contaminé aussi. Donc les conséquences, évidemment, on a parlé de cancer. On parle de cancer de la prostate, il y a une grosse, forte suspicion de cancer de la prostate aux Antilles. Le taux de cancer de la prostate aux Antilles, c'est le record du monde, en Martinique. Il faut savoir qu'il y a 250 nouveaux cas par an seulement en Martinique et c'est quasiment l'équivalent en Guadeloupe. J'ai lu également que les bébés étaient particulièrement touchés, ce qui prouve bien que c'est persistant puisque c'est des enfants qui naissent là aujourd'hui. On parle de cancer, mais on parle exactement de prématurité. Beaucoup d'enfants qui sont nés de façon très prématurée, des conséquences exactement de troubles neurologiques, de neurodéveloppement, alors cognitifs et comportementaux aussi. Donc voilà, c'est des conséquences des femmes qui ont été exposées pendant leur grossesse et in utero, ça s'est transmis aux enfants. Ce produit a donc été autorisé en France, vous le disiez, pendant plus de 20 ans. Est-ce que l'État savait, est-ce qu'il connaissait sa dangerosité? C'est la principale conclusion du rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a été remis mardi. La conclusion, c'est que l'État était le premier responsable. Dans les documents qu'a pu se procurer la commission et que moi-même j'ai pu aussi me procurer, les premiers doutes, les premiers mots toxicité et persistance apparaissent en 69. Donc il y a pile 50 ans, un rapport d'expertise qui avait été fait par une commission de toxicité, parce qu'il y avait une première demande de mise sur le marché. Les premiers mots, c'est toxique et c'est persistant. Persistant, ça veut dire que ça reste durablement dans l'environnement. Durablement, c'est plusieurs siècles. On va parler d'être débarrassé de ce produit. Donc l'État, oui, le savait. Il y a eu plusieurs alertes scientifiques, on l'a dit, mais des alertes aussi de terrain. Il y a eu une grève dès 1974 d'ouvriers agricoles qui refusaient utiliser le chlordécone parce qu'ils vivaient dans leur chair. Ils savaient eux-mêmes que c'était mauvais pour leur santé. Donc ils ont refusé en 1974 d'utiliser le chlordécone. Malgré ça, on a continué. Il y a eu d'autres alertes scientifiques. Le CNRS a fait un rapport en 1975. L'OMS a déclaré le chlordécone comme cancérogène possible en 1979. Les États-Unis ont interdit le chlordécone en 1975. Et la France a attendu 1990 pour l'interdire en France et 1993 aux Antilles. Donc pendant 3 ans, 2 dérogations successives du ministère de l'Agriculture pour pouvoir utiliser encore le chlordécone, malgré cette connaissance scientifique. Qu'est-ce que dit l'État à l'époque pour autoriser ce produit, malgré toutes ces alertes dont vous parlez, qui sont extrêmement puissantes, puisqu'on parle de l'OMS, des États-Unis qui interdisent tout bonnement le produit? Le pouvoir économique, les intérêts économiques, le lobby des industriels, alors d'abord des producteurs du chlordécone, qui expliquaient pendant des années, on a des stocks, on a des tonnes et des tonnes de chlordécone sur les bras, il faut absolument prolonger l'autorisation pour que les utilisateurs puissent l'utiliser et que ça ne reste pas comme ça dans des stocks. Les planteurs de bananes, les producteurs de bananeraies, qui pendant des années ont répété c'est un produit miracle, on n'a pas de substitut au chlordécone, on est obligé d'utiliser le chlordécone pour faire pousser nos bananes.
Si on le substitue aujourd'hui, on ne pourra pas trouver de produit de remplacement. Donc l'économie va s'effondrer, puisque la banane était un produit important dans l'économie locale, donc c'était un argument économique. Et cet argument économique a été relayé par les pouvoirs, les autorités publiques. Il y a des députés de l'époque qui ont témoigné en disant, voilà, moi je suis un élu de la nation, du peuple. Quand on m'explique que sur le chlordécone, demain l'économie s'effondre, je soutiens ce que disent les producteurs et les industriels, même si je sais que pour la santé, c'est pas bon. Les autorités locales sanitaires, elles-mêmes, savaient qu'il y avait ce danger pour la santé, mais malgré tout, Rien n'a été fait. elles ont continué à dire, oui, il y a un risque d'explosion sociale et économique. L'économique a pris le pas sur la santé, sur l'environnement. On peut parler de scandale d'État. C'est un scandale d'État. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est un scandale sanitaire, environnemental et un scandale d'État. D'ailleurs, c'est pour ça que le rapport prend bien de la responsabilité première des autorités publiques et de l'État. Emmanuel Macron a fait un déplacement aux Antilles en 2018. Il a commencé à reconnaître que l'État devait prendre une part de sa responsabilité. La part est énorme. La part est énorme à prendre de la part de l'État. Est-ce que ce scandale aurait pu se passer dans l'Hexagone? Politique fiction, on a, je sais pas, des bananes en Aquitaine. Est-ce qu'on aurait eu le même désastre avec de l'utilité? Est-ce que le chlordécone aurait été autorisé de la même façon? On ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas savoir exactement comment ça serait passé. Il y a 2 scandales en France, sanitaires, il y a l'amiante. L'amiante, on sait depuis plus de 30, 40 ans que c'est dangereux pour la santé, que c'est cancérogène. On a continué à utiliser l'amiante dans les établissements publics, aussi dans les écoles encore aujourd'hui. Le glyphosate, c'est la même chose. Sans arrêt, on demande des études scientifiques en plus. Après, une particularité aux Antilles, c'est vrai qu'il y a un sentiment, les Antillais que moi j'ai pu contacter durant mes différentes enquêtes, d'être traités comme des sous-hommes. C'est le mot qui revient souvent. On est une sous-population, on est des sous-hommes. On a interdit le chlordécone effectivement en 90. Dans la métropole, au niveau de la métropole, on l'a prolongé pendant 3 ans. Une sorte de réflexe colonialiste, en tout cas, deux poids, deux vécu mesures. comme tel. Pourquoi en métropole, c'est interdit, c'est dangereux pour la santé? Pourquoi aux Antilles, on peut continuer pendant 3 ans encore? La même question se pose avec beaucoup d'alimentation aujourd'hui. Il y a des aliments, des sodas qui sont plus sucrés aux Antilles que ce qu'on vend en France. Il y a des aliments qui sont plus salés aussi. Il y a une sorte de 2 poids, 2 mesures et sentiment effectivement de néocolonialisme, puisque les producteurs, les planteurs étaient aussi ce qu'on appelle des béquets, étaient des blancs originaires de métropole. Donc il y a ce sentiment aussi derrière tout ça, une part de l'histoire de l'île, la colonisation sous-jacente derrière cette histoire du chlordécone. Alors après 6 mois d'enquête, 150 personnalités entendues, la commission parlementaire propose une série de mesures, notamment un fonds d'indemnisation pour les victimes. Ça n'existe pas déjà ? Alors aujourd'hui, il y a un fonds d'indemnisation au niveau professionnel, c'est-à-dire que c'est reconnu comme une maladie professionnelle. Pour les ouvriers agricoles. Voilà, pour les ouvriers, comme d'autres types de substances dangereuses auxquelles on peut être exposé, comme l'amiante, par exemple. Sauf que là, on parle de 90% de la population. Plus de 90%, 92 et 95% respectivement en Martinique et en Guadeloupe. Sauf que là, je pense que c'est une boîte de Pandore que l'État n'a pas envie d'ouvrir, parce qu'ils savent très bien que ça va être pharaonique comme somme si on doit indemniser toutes les personnes qui sont contaminées par leur alimentation, par le fait de boire de l'eau, par le fait de manger du poisson qui est contaminé, des plantes qui sont contaminées. Donc ça va être très compliqué à mettre en place ce fonds. Il y a des freins au niveau de l'État pour cantonner cette indemnisation aux travailleurs, qui n'est qu'une petite partie des personnes exposées. Et alors l'après-chlordécone, vous parliez des sols pollués pour des centaines et des centaines d'années. Est-ce qu'on peut dépolluer ces sols aujourd'hui? Aujourd'hui, la science n'a pas trouvé la technique qui permet de dépolluer. Donc c'est partie des recherches qui vont être amenées à être développées, à trouver des financements pour dépolluer les sols. Les conseils, les préconisations qui sont données, c'est aujourd'hui de ne pas forcément manger les produits qui sont cultivés dans le sol, comme des pommes de terre par exemple, et de privilégier des cultures hors sol. Donc les préconisations, c'est développer une agroécologie avec beaucoup de hors-sol, des cultures qui seraient hors-sol pour éviter qu'elles soient contaminées, tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de dépolluer les sols et les eaux. Eh bien merci. Merci Stéphane Mondard, journaliste au Monde au service Planète et Environnement.